à toutes et à tous. Et comme d'habitude, avec nos lives quotidiens, aujourd'hui on va accueillir notre cher ami Younes Azmour, qui est membre fondateur et formateur résident au niveau de l'association marocaine de thérapie manuelle, et qui va nous parler d'un sujet d'ordre décisionnel cliniquement. C'est bilan diagnostic kinésithérapique appliqué à la kinésithérapie respiratoire. Un sujet très important, très intéressant, et qui fait partie du processus de raisonnement clinique en kinésithérapie. Salam alaikum. Salam alaikum, Younes. Merci Ismaël. Ça va, alhamdoulilah. Ça a été ta journée? Alhamdoulilah, كلشي مزيان. Alhamdoulilah. Désolé, j'ai une crise d'allergie, comme toujours. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça va passer. Inch'Allah. Oui, ça va passer, oui. Donc, comme je disais aux participants avant que tu arrives, un sujet très important de bilan diagnostic appliqué à la kinésithérapie respiratoire, qu'on va voir avec Younes Azmour, kinésithérapeute, ostéopathe et thérapeute manuel, membre fondateur et formateur résident en même temps de l'association marocaine de thérapie manuelle. Merci Younes, à toi la parole. Alors, merci, c'est Ismaël. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir réaliser cette présentation concernant le bilan diagnostique kinésithérapique dans le cadre de la kinésithérapie respiratoire. Et en fait, plusieurs motifs m'ont poussé à penser à ce sujet. Il y a la présentation d'hier qui a été faite de manière excellente par Madame Leila Fergoubi sur la kinésithérapie en réanimation. Elle a évoqué la kinésithérapie respiratoire. Il y avait beaucoup d'interrogations. Et ça, c'est le premier motif. Deuxième motif, c'est essayer de corriger ensemble notre perception de la kinésithérapie respiratoire comme étant une kinésithérapie de désencombrement essentiellement. Malheureusement, on pense encore que c'est comme ça, mais la vérité, c'est autre que ça. Ce n'est pas que le désencombrement, c'est autre chose qui sont à côté. Et en même temps, c'est de mettre en valeur notre bilan diagnostique et comment peut-on réfléchir ensemble pour développer un plan de traitement adapté pour le patient. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien mettre l'accent sur quelles sont les cibles de la kinésithérapie respiratoire. Bien évidemment, tout le monde est unanime sur la cible de l'encombrement, c'est-à-dire qu'on va faire de la kiné respiratoire pour désencombrer les voies aériennes. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres dysfonctionnements que la kinésithérapie respiratoire pourrait améliorer. Entre autres, c'est l'amélioration du fonctionnement de la mécanique ventilatoire, que ce soit la mécanique thoracique ou bien la mécanique abdominale. Donc, il y a pas mal de problèmes qui touchent cette mécanique, soit par une restriction de mobilité, soit par un dysfonctionnement particulier qui va mettre en difficulté cette mécanique. Et donc, dans la kiné respiratoire, on va veiller sur l'amélioration de cette mécanique. Il y a aussi un élément important, c'est l'insuffisance respiratoire. Alors, pour les sujets qui ont une insuffisance respiratoire, il est vraiment nécessaire de faire de l'apprentissage auprès de ces patients pour leur permettre une ventilation optimale dans le sens d'amélioration du taux d'oxygène dans le sang. Et donc, parfois, la manière de respirer et la façon de réaliser la ventilation est un obstacle devant un fonctionnement optimal de la respiration. Et puis, parmi les problèmes, et ça peut être dans toutes les pathologies chroniques, c'est la désadaptation à l'effort. Donc, c'est les symptômes qui apparaissent à l'effort, comme la dyspnée, qui pourrait opposer un problème. Et finalement, ce qui n'est pas à oublier, c'est notre rôle éducatif. Donc, on doit s'intéresser à la perception de l'individu par rapport à sa pathologie, surtout si c'est une pathologie chronique. Il va devoir savoir comment vivre avec sa pathologie et nous avons l'obligation de le faire apprendre qu'est-ce que c'est que sa pathologie et comment vivre avec sa pathologie. C'est de notre rôle aussi.
Donc, ces 5 dysfonctionnements éducatifs, de mécanique ventilatoire, d'encombrement, d'insuffisance respiratoire et de désadaptation à l'effort, ce sont toutes des cibles pour la kinésithérapie respiratoire. J'aimerais aussi dire que la kinésithérapie respiratoire n'est pas des techniques isolées, c'est-à-dire on ne fait pas que de la kiné respiratoire pour les patients qui en nécessitent, on va utiliser également de notre kinésithérapie classique qui est adressée à l'appareil locomoteur, parce que le fonctionnement de l'appareil respiratoire dépend de l'appareil locomoteur, notamment la partie thoracique et abdominale. Donc si on travaille aussi sur ces éléments par de la kinésithérapie classique, on améliore la respiration. Et donc voilà, globalement, c'est un peu des idées à partager dès le départ avant de commencer à parler sur le sujet. Alors maintenant, j'aimerais bien commencer parler sur la respiration. C'est quoi la respiration? C'est quoi les troubles éventuels qu'on peut avoir? Alors, la respiration, comme tout le monde le sait, c'est le fait de ramener l'oxygène finalement vers les tissus de manière suffisante. Alors, pour pouvoir ramener l'oxygène vers les tissus, on va normalement utiliser une première étape, c'est l'étape de la ventilation, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration. Et cette étape ventilatoire, elle dépend de la mécanique ventilatoire. Cette mécanique ventilatoire, il commence par les voies aériennes supérieures, qui sont tout simplement une tuyauterie qui ramène de l'air à l'intérieur des poumons, mais vous avez une mécanique active qui va faire plus ou moins le moteur. C'est les muscles, notamment le diaphragme, qui est un muscle important dans la ventilation. C'est lui qui va descendre et qui va augmenter le volume thoracique, ce qui va augmenter le volume pulmonaire. Et donc cette mécanique-là qui est liée entre muscles et volume thoracique, il nécessite une liberté articulaire, notamment dans le rachis et au niveau des côtes, mais ça nécessite également une souplesse dans la plèvre. Donc certaines pathologies qui peuvent toucher ce cadre osseux, bien musculaire ou bien pleural, peuvent également constituer un obstacle d'une ventilation libre. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on plus ou moins résume par le terme trouble ventilatoire restrictif, c'est-à-dire vous avez des restrictions de mobilité dans cette mécanique ventilatoire qui peut toucher les muscles par une paralysie, par exemple, qui peut toucher les articulations par des arthroses ou bien des déformations comme dans le cas de la scoliose, qui peut toucher également la plèvre par les maladies pleurales, pleurésie, pneumothorax, etc. Donc, et il peut même toucher le parenchyme pulmonaire qui a une certaine résistance à l'étirement. Et donc, cette résistance pourrait augmenter et la personne serait obligée de faire beaucoup d'efforts dans l'inspiration. Donc, tous ces troubles-là, on parle de troubles ventilatoires restrictifs. Puis nous avons le deuxième trouble, c'est le trouble ventilatoire obstructif. C'est quand vous avez une obstruction dans les voies aériennes. Cette obstruction, il peut être de l'encombrement, il peut être un abcès, il peut être une tumeur, etc. Donc, une fois nous avons un obstacle dans les voies aériennes, on parle de trouble ventilatoire obstructif. Et ça se matérialise par l'incapacité de faire entrer un maximum d'air à l'intérieur des poumons. Parce que l'air, il trouve un obstacle quelque part dans son passage. Alors, une fois on a compris plus ou moins globalement la mécanique ventilatoire et ses différents troubles, maintenant on pourrait parler du bilan diagnostique kinésithérapique. Alors, le bilan diagnostique kinésithérapique, il est organisé en étapes. Tout d'abord, vous avez l'étape du relaté, c'est-à-dire il faut aller chercher les plaintes du patient, comprendre un peu les difficultés du patient, mais également aller voir le dossier du malade. Et le dossier du malade, il nous donne beaucoup d'informations qui sont nécessaires. Vous avez des informations qui sont liées à la pathologie, et comme vous le savez, la pathologie a une évolution particulière dans le temps et dans le sens de l'aggravation ou bien dans la guérison. Donc il faut connaître plus ou moins
et prédire l'évolution du patient rien qu'avec sa pathologie, et bien sûr d'autres facteurs qui permettent ce pronostic. Vous devez également avoir une idée sur la nature de la pathologie, est-ce qu'elle est infectieuse, non, etc. Et le traitement qui est donné à ce patient, qui est une chose nécessaire dans le traitement. Et puis, s'il y a des informations importantes concernant les examens réalisés par le patient, que ce soit des examens radiologiques, une radio standard, radio poumon ou bien un scanner ou autre. Ça peut contenir également les gaz de sang, ça nous donne une idée sur la qualité de l'oxygénation du sang. On peut avoir également des informations concernant... Oui. Sioun, oui. La connexion, s'il te plaît, parce qu'on n'arrive pas à t'entendre vraiment clairement ces dernières phrases. La connexion, elle n'est pas, je pense qu'il y a... Alors, donnez-moi 30 secondes, je règle ça tout de suite. Si vous va priver tout le monde de la connexion chez lui, comme ça, on aura la bonne image. Vous voyez à quel point le sacrifice. Alors, j'ai déconnecté tout le monde, comme ça... Alors, désolé. Alors, j'étais en train de parler sur les examens qui peuvent être contenus dans le dossier. Et parmi ces examens, un peu l'examen biologique des sécrétions qui pourrait donner une idée sur l'infection pulmonaire. Donc, ce sont des données à partir du dossier. Maintenant, il faut également avoir des données par rapport à ce que raconte le patient en ce qui concerne les signes, quel est le rythme un peu du problème, si c'est un problème chronique, quels sont plus ou moins les facteurs. Il faut plus ou moins démystifier les facteurs environnementaux du patient, parce que surtout les maladies pulmonaires, ils sont étroitement liés avec l'environnement physique de l'individu. Par exemple, si je vous donne l'exemple le plus clair, c'est la tuberculose, elle est liée à un habitat insalubre. Les personnes allergiques qui ont de l'asthme, c'est généralement lié à des facteurs plus ou moins un allergène qui peut être toujours présent dans le cadre de vie du patient. Donc, il faut plus ou moins aller voir toutes ces informations avec le patient, parce que sur le plan de l'éducation, on va intervenir sur ce volet. Alors, ce qui est important aussi par rapport au patient, c'est voir un peu l'impact sur sa qualité de vie. C'est-à-dire dans sa vie quotidienne, qu'est-ce que ça impacte? Quelles sont les activités qui sont plus ou moins impactées par cette pathologie, notamment si la pathologie elle est pulmonaire. Alors, maintenant, si on a saisi l'étape du relaté, on va partir vers la deuxième étape, c'est l'observation. Et quand on parle de l'observation, vous avez l'observation passive avec seulement de l'œil et l'observation active de la palpation avec un examen, etc. Donc, je commence par l'examen plus ou moins de l'attitude générale du patient. Donc, vous pouvez contracter les patients, que ce soit dans vos cabinets, mais également dans les services. Dans quel service? Est-ce que c'est soins intensifs, réanimation, pneumo, peut-être cardio? Et il faut voir un peu l'attitude du patient au départ. Est-ce qu'il est allongé sur le dos? Est-ce qu'il, à peine il est mis en position demi-assise avec des difficultés respiratoires? Est-ce qu'il est attaché à des appareils? Notamment, il faut faire attention s'il y a une respiration non invasive ou bien s'il y a une aide respiratoire quelconque. Donc, il faut plus ou moins voir tout ça. Après, s'il y a la possibilité d'examiner la posture de l'individu, il faut voir un peu sa posture au repos. Est-ce qu'il y a des enroulements des épaules? Est-ce qu'il a une kyphose? Est-ce qu'il a une scoliose? Il faut examiner la posture de l'individu globalement. Mais ce qui est aussi important dans l'observation passive, c'est l'état de la peau. Et dans l'état de la peau, il faut faire attention aux œdèmes.
ça peut plus ou moins évoquer peut-être une insuffisance ventriculaire. Il faut aussi voir l'état de la peau, la sécheresse. Est-ce que c'est une peau sèche ou bien elle est humide? Ça vous donne une idée sur la déshydratation du patient. Il faut également examiner les angles du patient, s'il a un hypocratisme, qui est un signe généralement d'une maladie respiratoire ou cardiaque chronique. Et la cyanose aussi, les extrémités. Il faut voir un peu les doigts, le nez, les oreilles, pavillon de l'oreille, la bouche. Est-ce qu'il y a un signe de cyanose? Donc, ces observations, ils seront plus ou moins complétées par quelques observations sur les appareils, notamment le monitoring, le scope. Il faut noter plus ou moins la saturation. Ça, c'est des informations que vous pouvez voir sur place. Et il faut aussi noter la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. Comme vous le savez, quand vous avez une insuffisance respiratoire et les patients peuvent avoir une accélération de la fréquence cardiaque et l'accélération de la fréquence respiratoire. Donc, tout ceci, c'est important. Déjà, rien qu'avec la vue, je n'ai encore pas fait aucun geste. Alors, maintenant, on va s'intéresser particulièrement à la mécanique dans l'observation, la mécanique ventilatoire. Tout d'abord, il faudrait voir est-ce que le patient respire par le nez ou bien par l'étape, parce que parmi les choses à proposer au patient, c'est le fait de désencombrer les voies aériennes supérieures. Si le patient a un nez bouché, ça va être difficile. Comme vous le savez, la respiration abdominale elle est différente de la respiration thoracique. Si vous voulez vraiment respirer par l'abdomen, il faut tout d'abord faire entrer de l'air par le nez, donc ça sollicite plus ou moins le diaphragme. Et si vous respirez par la bouche, vous allez plutôt utiliser votre thorax. Ça, c'est un point. Deuxièmement, il y a la qualité de l'air qui pénètre. Si on inspire par le nez, l'air il va contacter suffisamment les voies respiratoires pour qu'il soit reconditionné, filtré, pour arriver en bonne qualité vers les poumons. Donc c'est important de noter ce point-là. Par la suite, je vérifie est-ce que le patient respire habituellement par l'abdomen ou bien par le thorax. Ce qu'on appelle le mode ventilatoire. Et dans le mode ventilatoire, il faut également noter les dysfonctionnements de la mécanique ventilatoire, notamment une dépression abdominale lors de l'inspire, ou bien une dépression intercostale pendant l'inspire, ou bien parfois des tirages au niveau des muscles de la nuque lors de l'inspire. Tout ceci montre que le patient a une difficulté d'asynchronisme respiratoire ou bien une difficulté dans l'effort respiratoire pour assurer la quantité d'oxygène nécessaire. Et à la fin, la fréquence respiratoire. En fait, la fréquence respiratoire, c'est quelque chose qu'on peut moduler de manière volontaire. C'est pourquoi c'est important dans cette évaluation d'aller évaluer sans que le patient sache qu'est-ce que vous faites. C'est-à-dire, vous faites un astuce dans lequel vous êtes en train de compter les mouvements ventilatoires sans que le patient s'en aperçoive, surtout si un patient il est en pleine conscience. Alors, donc, là, je suis toujours encore dans l'observation passive avant que je touche le patient. Puis après, je m'intéresse au cadre osseux et au cadre musculaire du thorax. Je fais de la palpation, je cherche les rétractions musculaires, je cherche les tensions musculaires, je cherche également de la mobilité articulaire au niveau des articulations. Et dans la palpation aussi, je peux mettre la main et localiser l'encombrement et la quantité de l'encombrement dans les différents secteurs pulmonaires, que ce soit le lobe inférieur, le lobe moyen et le lobe supérieur. Donc, je palpe un peu la région thoracique antérieure, latérale, derrière, pour voir s'il y a un encombrement. Et ça, avec la palpation, je peux le faire. Alors, il y a des examens qui sont très intéressants pour les médecins, notamment dans le diagnostic, comme l'examen de la percussion. Comment? Alors, des percussions, vous savez que on a la possibilité
à faire une percussion dans l'espace thoracique pour voir un peu la réponse sonore des tissus. Vous avez ce qu'on appelle le test de percussion, et il nécessite seulement une percussion sur les doigts que vous placez dans les espaces intercostaux, et vous tapez si vous trouvez une différence entre un secteur et un autre, surtout si vous connaissez votre anatomie palpatoire, là où commencent les poumons, là où s'arrêtent les poumons, et ça va vous donner une idée sur les tissus qui sont dessous. Est-ce que vous avez de l'air? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez un espace aérique normal pulmonaire? Et donc, si vous avez de l'eau, vous n'allez pas avoir une bonne réponse sonore, c'est ce qu'on appelle une matité. Si vous avez de l'air, vous aurez une hypersonorité, c'est-à-dire qu'il y a de l'air un peu directement au-dessous de la plèvre. Et donc, pourquoi c'est nécessaire pour le kiné? Surtout pour plus ou moins localiser une pleurésie. Si vous n'avez pas assez d'informations médicales là-dessus, vous pouvez faire de la percussion pour savoir un peu qui se trouve derrière le thorax. Alors, il y a une étape importante. Je peux te poser trois questions. J'ai trois questions ici. Est-ce que je peux? Oui. La première question, c'est par rapport à l'interprétation radiologique dans voilà, la kiné respiratoire. Est-ce que tu as deux mots? Tu peux nous dire trois mots sur l'interprétation radiologique? Alors, dans la radiologie standard, radio-poumon, ça peut vous montrer beaucoup de choses. Je vous dis d'ailleurs les différentes pathologies. Après, et il va falloir... Ce qui est intéressant pour les kinés peut-être, c'est la localisation de l'encombrement. Si vous avez un encombrement localisé dans un lobe ou bien dans un poumon, c'est très intéressant. Allez connaître quel est le poumon qui souffre le plus, quel est le lobe qui souffre le plus pour plus ou moins centrer vos manœuvres de désencombrement là où il faut. Après, si vous avez de l'encombrement diffus, si vous avez la pleurésie, si vous avez pneumothorax, c'est un peu difficile, mais il faut être vraiment fort dans l'interprétation pour pouvoir un peu le voir dans la radio standard. Plusieurs pathologies qui peuvent apparaître dans un radio standard. Puis après, si vous avez un scanner ou autre, vous avez l'interprétation avec, vous pouvez la lire et vous pouvez avoir une idée claire. Alors, ce qui est important dans la lecture, c'est la localisation du problème. Que ce soit pleurésie, que ce soit encombrement, il faut que vous ayez une idée, l'endroit exact où ça existe. Ça pourrait plus ou moins orienter vos exercices ou bien orienter votre kinésithérapie respiratoire. Alors maintenant, je vais parler de l'auscultation. L'auscultation est très intéressante pour le kiné. Est-ce que vous pouvez nous détailler la façon de mener l'anamnèse, car nous avons un petit problème. J'ai noté la question, t'inquiète. Alors, je vais revenir en arrière, mais je vais terminer plus ou moins l'auscultation. Alors, en ce qui concerne l'auscultation, c'est très intéressant de la faire, pas en tant que médecin, mais en tant que kinésithérapeute, parce que la nature des bruits que vous allez entendre, ça va vous donner une idée sur la localisation de l'encombrement. Est-ce que ça existe dans les voies aériennes supérieures, volumineuses, notamment la trachée, ou bien si ça existe un peu dans les poumons. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça vous donne une idée sur la localisation de l'encombrement si vous en avez un. Et bien évidemment, vous pouvez, grâce à l'auscultation, connaître l'endroit précis de la pleurésie, parce que vous n'allez pas entendre de bruit particulier, ni du murmure vésiculaire, qui est le son normal à l'auscultation d'un poumon normal. Donc, c'est important de faire cette auscultation pour orienter notamment votre prise en charge, notamment sur le plan topographique. Alors, je vais revenir en arrière. La manière de réaliser l'anamnèse, il se base sur le dossier du patient. Il se base également sur l'interrogatoire que je fais avec le patient. Sur le dossier, je prends les informations nécessaires liées à la pathologie et sa nature, liées au traitement, liées aux examens faits par le patient. Dans la partie
interrogatoire du patient. C'est important de connaître quand est-ce que la pathologie a commencé, quelle est sa fréquence, quels sont les facteurs qui peuvent redéclencher des crises chez le patient, etc. Et comment le patient il perçoit sa pathologie, parce que nous avons une éducation à mettre en place face à lui. Alors, je reviens à l'étape observation. Parmi les observations qu'il faut faire, c'est les expectorations, et ça tout le monde le sait, il faut qualifier et quantifier les expectorations. Qualifier, c'est-à-dire qualifier leur couleur, leur odeur, etc. Et quantifier, ça veut dire la quantité des expectorations qui sont émises. Il y a l'aspect de l'atout. Il faut également évaluer l'atout. Est-ce qu'il s'agit d'une toux productive ou non productive? Est-ce que c'est irritant l'atout? Est-ce que c'est douloureux pendant l'atout? Et quel est le sang produit par l'atout? Tout ceci est nécessaire dans l'évaluation du kinésithérapeute. Alors maintenant, ce qui est aussi très intéressant, c'est évaluer l'impact de la pathologie, notamment la dyspnée. On évalue la dyspnée soit par une évaluation qui se base sur le retenti de la dyspnée dans la vie courante. On peut utiliser par exemple l'échelle de Sadoul. C'est une échelle de 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles, madame. J'ai besoin... On a tous besoin d'un hôtel 5 étoiles après le confinement. Ouais. Alors, pour le moment, je n'ai besoin que 2 étoiles, un hôtel de 2 étoiles, ça va me faire du bien. Alors, une échelle de 5 stades, et ces 5 stades, ils sont échelonnés en fonction de l'effort qui va déclencher la dyspnée. Et il faut faire très attention, la dyspnée, ce n'est pas l'essoufflement. L'essoufflement, c'est quelque chose qu'on peut objectiver, qu'on peut voir. Mais la dyspnée, c'est une sensation interne du patient. C'est lui qui va vous dire que je sens que je suis fatigué, je n'arrive pas à respirer, mais quand vous voyez un peu ce qu'il fait, vous ne voyez pas cet un essoufflement, c'est-à-dire des mouvements ventilatoires accélérés ou importants. Donc cette échelle de Sadoul, il permet d'identifier quelle est la nature et l'intensité de l'effort qui déclenche la dyspnée. Vous avez la montée de 3 étages, la montée de 2 étages, la montée d'1 étage, la marche accélérée ou bien la marche lente. Et donc, en fonction de l'effort, vous allez graduer votre patient. Mais vous avez également d'autres moyens d'évaluer la dyspnée, notamment lors d'un effort d'examen, comme le test de 6 minutes de marche. Si le patient fait le test de 6 minutes de marche, à la fin, vous devez évaluer sa dyspnée, et au milieu également. Et les échelles que vous pouvez utiliser en ce moment-là, vous avez l'échelle visuelle analogique et vous avez l'échelle de Borg. C'est plus ou moins une échelle d'évaluation de la dyspnée, mais pendant un effort d'examen, par exemple. Voilà. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est par rapport à la dyspnée et son évaluation. Maintenant, ce qui est important, c'est de notre part, si le patient a fait de la spirométrie, ça va nous aider énormément parce qu'on connaît ses capacités ventilatoires. Et en plus de ça, on pourrait rajouter d'autres examens faciles à faire, comme le fait de faire le sniff test. C'est un examen qui se base sur la mesure de la pression et du débit de l'air qui pénètre dans la narine, en bouchant la narine par le récepteur, ça va vous donner, et le patient fait un effort important d'inspiration, vous avez une idée sur la quantité de l'air qui pénètre et donc une idée sur la force du diaphragme et surtout sa mobilité. Parce que parmi les problèmes qu'on trouve, notamment chez la BPCO, j'ai trouvé un mot là sur la BPCO, c'est cette mobilité du diaphragme qui est touchée ou bien diminuée. Sans oublier l'évaluation de la force musculaire globale des muscles du bras et les muscles du thorax, ça va vous donner une idée globale. Alors, par rapport à la mécanique thoracique, notamment la mobilité thoracique, vous connaissez tous comment mesurer. Est-ce que, puisque tu as parlé de la BPCO, oui, la troisième question, après la question de Madame Leila, c'était l'interrogatoire, tu as répondu. La troisième question, c'était par rapport à la quatrième plutôt, par rapport à la BPCO, s'il est unilatéral. Est-ce que tu as un mot à ajouter? D'accord. Puisque tu parles déjà de la BPCO.
Alors, pour la BPCO et la rééducation de la BPCO, ça va être un des sujets que je vais traiter dans un live ultérieur. Donc, je vous demande un peu d'être présent. Inch'Allah, le live de la kiné respiratoire et la rééducation fonctionnelle en pneumologie. Ok. Alors, j'étais en train de parler un peu de la mobilité thoracique. Vous avez des mesures à faire de l'ampliation thoracique qui vous donnent une idée sur la capacité d'ampliation. Et donc, c'est parmi les éléments nécessaires à faire comme mesure, du moment que nous sommes dans l'étape de la mesure. Puis après, par rapport à l'adaptation à l'effort, parfois certains patients, ils font passer l'examen de l'effort, c'est-à-dire la VO2 max. Vous prenez beaucoup d'informations très nécessaires, beaucoup plus détaillées que les autres examens. Notamment, quels sont les facteurs de limitation de l'effort? Est-ce que c'est ventilatoire? Est-ce que c'est circulatoire? Donc, si vous n'avez pas ce genre d'examen exhaustif, vous pouvez faire le test de 6 minutes de marche. C'est un test qui est facile à faire chez vous, dans le cabinet. Si vous avez une piste, c'est vrai qu'il faut avoir au minimum 20 mètres, mais si vous avez une piste de 10 mètres, vous pouvez faire le test de 6 minutes de marche dans lequel vous évaluez les capacités physiques du patient, que ce soit le périmètre de marche, c'est-à-dire combien de mètres dans 6 minutes, que ce soit la fréquence cardiaque plateau, que ce soit la dyspnée. Donc, vous avez une idée globale sur les capacités physiques du patient. Donc, finalement, j'aimerais finir l'examen par une chose très importante qu'on néglige actuellement dans le domaine kinésithérapique, c'est la notion de la qualité de vie, ou bien la santé perçue. C'est-à-dire que nous, en tant que thérapeutes, en tant que praticiens, on s'intéresse à la mobilité thoracique, on s'intéresse à l'étirement musculaire, on s'intéresse à la dyspnée. C'est vraiment, il va être ressenti par le patient, mais on s'intéresse peu sur l'impact de ça sur sa vie en général. Et donc, vous avez beaucoup d'instruments d'évaluation de la qualité de vie. Vous avez des instruments qui sont spécifiques à certaines pathologies. C'est des questionnaires auto-administrés dans lesquels le patient il répond et on peut calculer un score du patient par rapport à sa qualité de vie. Et si certainement vous faites l'examen après la fin des séances et vous présentez un peu le score pour le patient, c'est lui qui atteste que sa qualité de vie, il s'est beaucoup amélioré. Alors par rapport aux différents examens et mesures qu'on fait, ça nous concerne nous en tant que professionnels et peut-être ça peut ne pas impacter énormément la vie du patient. Et pour être sûr qu'on a amélioré la vie du patient, il faut administrer des questionnaires de qualité de vie. Donc, finalement, j'ai plus ou moins résumé rapidement comment faire de l'évaluation en kinésithérapie. Maintenant, il y a des questions? Oui, il y a des questions. La prescription médicale, qu'est-ce qu'il faut tenir en compte dans la prescription médicale? Les points essentiels à tenir en compte dans la prescription médicale. Alors, tout ce que je viens de présenter, c'est une évaluation pour l'adulte. Je ne parle pas du nourrisson. Peut-être dans un autre live avec Mme Fergoguet, s'il accepte de le faire, et je pense qu'il va le faire, Inch'Allah, il va parler un peu du nourrisson spécifiquement. Alors, la prescription, quelle que soit la pathologie, il doit être quantitatif et qualitatif. Quantitatif, c'est-à-dire le nombre de séances de kiné respiratoire. Qualitatif, parfois, si le médecin s'y connaît très très bien, il peut vous recommander 2 ou 3 techniques. Cela ne veut pas dire que vous allez faire que ça parce que vous jugez qu'il y a d'autres techniques à proposer aux patients. Vous faites ce qu'il vous paraît juste dans la kinésithérapie respiratoire. Merci Siouz pour l'éclaircissement. On a d'autres questions. Comment utiliser ce bilan pour choisir les techniques adaptées? Alors, je vous donne 2-3 exemples différents. Par rapport à la localisation de l'encombrement. Je ne parle pas de la localisation dans l'arbre branchique, c'est-à-dire est-ce que c'est terminal, est-ce que c'est dans les voies
respiratoire proximal, non. Je parle par rapport à certains endroits, c'est-à-dire lobe supérieur, poumon droit, etc. J'utilise ma palpation pour sentir la respiration, l'encombrement, et j'utilise l'auscultation également. Tout ceci pour localiser le maximum l'emplacement et la localisation de l'encombrement. Maintenant, la manière de positionner le patient, le décubitus et la manière de le positionner, ça va être différent en fonction de l'endroit. C'est-à-dire, si vous voulez agir sur un endroit, il faut vraiment poser la main sur cet endroit. Et donc, vous devez placer le patient dans un décubitus qui vous permet un peu de saisir cet endroit. Et donc, c'est important rien que pour ça. Après, si vous voyez que le patient est là, un problème d'insuffisance respiratoire, vous constatez qu'il y a de la cyanose, vous voyez que la saturométrie elle est basse, vous voyez que le patient il est vraiment essoufflé, il fait un effort dans sa respiration, il frôle ou bien il est dans la détresse respiratoire. Alors là, ce qui est important, ce n'est pas de désencombrer seulement, mais c'est aussi de faire apprendre au patient comment ventiler et comment sa ventilation pourrait être efficace. Vous avez des techniques de ventilation, c'est ce qu'on va voir dans les lives prochains, qui vous permettent d'optimiser le taux d'oxygène dans votre sang. Si vous faites une respiration rapide, superficielle, vous ne faites mobiliser que l'espace mort. L'espace mort, c'est un peu l'espace entre la bouche et les voies aériennes inférieures qui sont plus ou moins placées au-delà des alvéoles. Donc c'est un espace qui n'est pas favorable pour nous. C'est-à-dire si je fais une respiration rapidement, ça va faire bouger l'air que comme ça. Ça ne va pas envoyer l'air dans tout le poumon. Et donc je ne vais pas changer la concentration de l'air qui existe dans l'espace alvéolaire. Et donc la diffusion comme mécanisme biologique, elle dépend de la concentration d'oxygène. Si vous avez une concentration diminuée d'oxygène, automatiquement, l'oxygène ne va pas devoir diffuser dans l'espace des capillaires. Donc, pour optimiser la ventilation, je dois faire apprendre au patient comment respirer doucement et lentement, par le nez et par la bouche. Ça va permettre ce qu'on appelle une bonne ventilation. Donc, c'est en fonction de ce bilan que vous allez faire par vous-même, vous allez plus ou moins choisir les techniques à proposer aux patients et comment les faire pour le patient. Merci, Sioun. Une autre question, comment vous voyez le fait que il y en a qui prescrivent la kiné pour des sujets qui ont la dilatation des bronches ou des sujets âgés avec des dyspnées et qui ne tolèrent pas de l'effort? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce qu'il faut faire... Ils prescrivent quoi? Ils prescrivent la kiné respiratoire? Pour des sujets avec une dilatation de bronches, TDB, et qui ne tolèrent pas l'effort, ils sont rapidement fatigués. Comment se comporter avec ces gens-là? Comment les traiter? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment ne pas les surveiller, etc. Alors tout d'abord, et ça c'est dans le programme de rééducation, vous devez faire tous les bilans que je viens de dire. S'il y a un encombrement, il faut agir dessus. S'il y a un dysfonctionnement de ventilation, il faut faire apprendre aux patients comment ventiler. Et si vous faites tout ça, à côté, vous devez plus ou moins programmer une partie dans la rééducation, dans la kiné respiratoire qui s'appelle le réentraînement à l'effort. Et ce réentraînement à l'effort se base sur des programmes qui sont tout à fait progressifs. Il faut vraiment travailler au-dessous des capacités cardiaques et respiratoires du patient. C'est-à-dire, il faut amener le patient vers un effort. Et cet effort, bien évidemment, il va impacter le sujet, mais pas trop. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des signes de fatigue, de dyspnée importante, et notamment une désaturation importante. Parce que c'est ce genre de patient, il faut vraiment faire le réentraînement à l'effort avec un saturomètre qui vous permet de voir l'état de l'oxygénation des tissus, parce que c'est important de l'avoir notamment à l'effort. Merci, Sioun. Ça, c'est une question, je pense que Mme Leila va répondre dans la kiné respiratoire des enfants. Comment provoquer la touche chez l'IMC pendant la kiné respiratoire? Je pense que... Alors,
Je peux dire quand même quelque chose. Et là, il faut également partager un peu les conneries de nous-mêmes. Dans je crois 2008-2009, j'ai eu un enfant IMC. J'étais seul à l'hôpital. Il n'y avait pas d'autres kinés avec moi, malheureusement. Et je recevais beaucoup de patients pour kiné respiratoire. Et une fois, j'ai commencé ma kiné respiratoire sans vérifier un peu le réflexe trachéal. Et du moment que je n'ai pas le matériel nécessaire autour de moi, donc j'ai vu quand même quelques signes de lutte. J'ai arrêté ma kinésithérapie respiratoire parce que je sais qu'il ne faut pas aller trop. L'enfant s'est fatigué, et il y a eu un relâchement musculaire important, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai ramené toutes les sécrétions qui sont périphériques, je les ai ramenées dans les voies au centre. Et je n'avais pas les moyens, notamment l'aspiration, pour le désencombrer. Et puis après, quand je reçois ce même patient, je le reçois au bloc parce que le bloc était la seule unité pour faire de la kiné respiratoire avec de l'aspiration et j'avais autour des infirmiers anesthésistes qui m'aidaient parfois s'il y a des problèmes. Parfois, certains enfants IMC, c'est difficile de faire la kiné respiratoire et je laisse après Mme Fergougui dire beaucoup plus de choses certainement parce qu'elle a de l'expérience. Oui, il a ajouté en bas que chez l'IMC, on ne provoque pas la toux, on aspire. D'accord. Pour la réponse de celui. Est-ce qu'on peut avoir une liste pour l'évaluation? Moi, je crois qu'ici, il parle d'un formulaire, un truc comme ça. Celui qui a posé la question, je n'ai pas bien compris la question. Oui. Ce n'est pas intéressant de vous donner la liste, mais par contre, c'est très intéressant de vous mentionner une référence très importante. Vous pouvez la voir. C'est le bilan de diagnostic kinésithérapique et kiné respiratoire de Dominique, j'ai oublié le nom. Je vais m'en rappeler. Je vais vous mettre un peu le livre en publication si vous voulez avoir plus de détails sur l'évaluation en kinésithérapie respiratoire. Merci, Sion. Pour la BPCO et la DTB, point commun en kinésithérapie, en conseil d'hygiène, en éducation thérapeutique, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, ce qui est important pour la dilatation des branches, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est là qu'il est à vie pour l'éducation thérapeutique? Comment on peut les accompagner? Alors en fait, on intervient notamment en cas de crise d'encombrement et on intervient surtout dans ces cas-là. Parce qu'avant d'arriver à la DDB, il y avait des étapes avant pendant lesquelles la kinésithérapie respiratoire avait un rôle préventif important, mais si on arrive à un stade d'une vraie DDB chronique, la gérer, on intervient en cas de crise. Alors, concernant les questions de la rééducation fonctionnelle, je sais que il y a des pathologies qui vous intéressent, la BPCO notamment, la bronchite chronique, ce sont des pathologies très intéressantes, mais j'aimerais plus ou moins rapporter le débat sur ces pathologies dans la kinésithérapie respiratoire, la partie traitement. Merci, Sioux. J'ai encore une dernière question. La place des bronchodilatateurs adjuvants en kinésithérapie respiratoire. La place des bronchodilatateurs adjuvants à la kinésithérapie respiratoire. Alors, ce qui est important avant de parler des bronchodilatateurs, j'aimerais bien vous dire que si vous constatez que le patient il est mal hydraté, il faut vraiment l'hydrater. C'est parce que l'eau et la qualité de l'eau et la quantité de l'eau dans les voies aériennes, il va plus ou moins diminuer la viscosité des crachats. Si les sécrétions ils sont visqueuses, voilà. Merci Dominique Delplanque. Oui, merci.
Des planques. Alors, si vous avez des crachats qui sont visqueuses, ils vont s'accoler sur la paroi et donc ça va être difficile dans la kinésithérapie respiratoire. Donc, j'insiste sur l'encombrement. Maintenant, pour les bronchodilatateurs, si vous constatez que votre patient a une bronchoconstriction, bien évidemment, il faut donner des bronchodilatateurs par inhalation. Comme ça va plus ou moins et des mucolytiques pour fluidifier les sécrétions, pour que ce soit plus facile et faire sortir les crachats de manière plus aisée. Merci, Siols. On va prendre une dernière question. Voilà. Est-ce que ça s'applique sur la rééducation en soins intensifs pour les adultes et les enfants, ce bilan? Alors, pour les enfants, c'est un bilan similaire. C'est presque la même chose avec des variétés. Pour les soins intensifs, bien évidemment, ça ne va pas être facile l'évaluation de tests de marche de 6 minutes. Enfin, les patients en soins intensifs, c'est un peu difficile. Ça va concerner surtout les patients marchants qui marchent. Et donc, ce bilan, il est plus ou moins général. Puis après, en fonction de votre patient, vous allez prendre des parties qui peuvent être appliquées au patient qui est devant vous en fonction de sa situation. Oui. Ben, je pense que c'est tout ce qu'on a comme question. Merci, Siols. Oui. Merci à vous. Voilà, c'est la même chose qui se répète pour les soins intensifs. La même chose. Est-ce qu'il y a un BDK spécifique pour les soins intensifs? Comme elle vient de l'expliquer hier, Madame Fergogui, elle a parlé des soins intensifs, elle a parlé aussi de la réanimation, elle a parlé aussi d'un certain nombre d'éléments sur le plan sémiologique très intéressants dans le bilan. Mais comme je viens de le dire, ce que je viens d'évoquer, ça intéresse toute la kiné respiratoire. Vous prenez seulement les choses qui sont applicables sur votre patient et sa situation. Voilà. Merci, Siols. Merci pour cette présentation claire et nette, appétissante pour introduire d'autres sujets. Alors, j'aimerais interagir avec deux réponses concernant les bronchodilatateurs. Alors, les bronchodilatateurs, c'est un traitement médical, médicamenteux. Si on l'utilise sous prescription médicale, c'est un peu la même chose quand vous faites la ionophorèse, vous utilisez un traitement médical que vous appliquez, on peut l'appliquer. Moi, personnellement, je l'ai appliqué en réanimation, mais c'était toujours une prescription médicale. Je trouvais mon médicament, je faisais ma kinésithérapie respiratoire et mon traitement, et c'est bien sûr, c'est une prescription médicale. Merci. Oui, moi aussi j'aimerais interagir avec ce commentaire parce que je vois que Madame Besma, je ne connais pas Besma, elle parle de la prescription médicale en kinésithérapie respiratoire, en réanimation, dans des situations pareilles, c'est plus des prescriptions. Mais on utilise beaucoup de choses et dans la réglementation marocaine, il y a beaucoup de choses qui passent par une prescription médicale. Il faut éviter cette phobie aussi d'avoir peur vraiment et toujours prescription médicale, parce que partout au monde, à l'échelon international, la kinésithérapie passe à la première intention, passe à l'accès libre. Donc, on doit aussi enlever progressivement cette notion de prescription médicale. Je dis bien que le contexte ici, oui, je suis d'accord, pour les aérosols, c'est des molécules pharmaceutiques, ça ne rentre pas dans le décret de compétence, mais pour d'autres prises en charge, il faut arrêter de donner beaucoup d'importance à la prescription médicale. C'est un message aussi que ça me tient à cœur à faire passer ce message. Donc voilà. Merci beaucoup, Siols. مرحبا. اليوم كنا قصار شي شويه. ماشي قصار، انا ديما كنفوتوا الوقت. اليوم كنا بالوقت كادري. يلا خويا تهلا في راسك والله يعاونك. ميرسي.